Ça y est, nous y sommes. Merci beaucoup François-Xavier pour cette avant-dernière séquence du 3e jour de CX Paris 2022. Je sais que vous êtes aussi nombreux à nous regarder à distance inscrits pour les prochains replays. Alors, je suis heureux de vous retrouver donc sur un thème qui s'inscrit aussi dans le Made in France cet après-midi, le thème des DNVB. Alors on va évoquer avec nos invités le modèle économique original, mais surtout la réponse aux nouvelles attentes du client qui, comme vous l'a annoncé aussi François-Xavier, qui sont davantage sensibles à la fois aux enjeux sociétaux et environnementaux, sociaux, et désireux de consommer véritablement différemment. Alors on va commencer par Sébastien Tortu. Alors Sébastien, vous êtes spécialiste du retail physique et digital, vous êtes l'auteur de l'ouvrage DNVB qui est ici pour la modique somme de 19,90 €. Vous saurez tout sur le renouveau du commerce, mais on va en parler dans le détail. Mais ce n'est pas le seul, vous allez voir. Alors tout à l'heure en coulisses, avant d'arriver, vous m'avez dit que ça sera un peu comme Pierre Bellemare. Oui. Alors allons-y, j'assume, je vais jusqu'au bout. Mais il y a un autre livre qui s'appelle L'Ikigai de Marc, aussi chez Duno, que je vous recommande, qui est aussi du même auteur, qui se trouve tout de suite à ma gauche. Et donc je vais me tourner vers vous, Sébastien, pour vous demander déjà de vous présenter et de répondre à la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'une DNVB et quelles en sont les caractéristiques ? Merci pour cette super intro Thierry, ça fait plaisir. Moi donc je suis Sébastien, je suis consultant en stratégie de marque et j'aide vraiment les marques à utiliser le pouvoir justement. J'avais plutôt dire les entreprises à utiliser le pouvoir de leur marque. Et je crois que c'est justement l'une des valeurs fortes des DNVB, c'est de se dire on ne va pas juste créer des entreprises, on ne va pas juste créer des produits, on va créer des marques fortes, des marques qui répondent à un vrai besoin et on va essayer de le faire différemment. Alors, pour DNVB, c'est donc Digital Native Vertical Brand, donc les marques nées sur le web qui verticalisent le commerce. Alors, si on divise un peu l'acronyme, on se dit Digital Native. Bon, clairement, maintenant, on s'en fout un peu parce que c'est difficile de faire autrement. Et Vertical Brand, c'est vraiment de se dire comment je vais essayer de verticaliser le plus possible le commerce pour pouvoir aller en direct vers le client. Et c'est ça qui était un peu nouveau. Alors, ça existait déjà, hein, il y en a d'autres qui le faisaient, mais c'était un peu nouveau et surtout sur les typologies de produits. Et donc, c'est ça qui était intéressant. Mais surtout, l'acronyme, enfin, la lettre qui compte vraiment, c'est le B pour brand parce que c'est ce qui fait la grosse différence et on en a une à côté de... Enfin, un qui a créé une marque. DNVB, ouais. Un qui a créé une marque. Et c'est ça qui est intéressant. Il crée une lessive, mais il ne crée pas une lessive comme ses concurrents. Il ne crée pas une lessive comme celle qu'on trouve dans la GMS. En tout cas, pas dans le produit, mais dans la marque qu'il représente. Merci pour cette introduction. Je vous avais promis une séquence de télé-shopping. Enfin, on dit plutôt live shopping maintenant. Donc maintenant, après les livres, c'est le moment de la lessive. Avec cette lessive concentrée, les petits bidons totalement fabriqués en France, évidemment. Et comme Sébastien vous l'a dit, nous avons avec nous le fondateur d'une Digital Native Vertical Brand, en l'occurrence les petits bidons. Alors ma question, c'est comment est-ce qu'on fait avec cette lessive pour laver sans tout salir ? C'est un slogan extraordinaire. Je crois, Sébastien, vous êtes fan aussi du... C'est l'un de mes slogans préférés. Ouais, franchement, c'est un slogan extraordinaire. D'où est venue l'idée de créer cette entreprise, Cyril ? En fait, l'entreprise, elle a commencé en 2017 et elle est vraiment née d'une démarche personnelle, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire ma lessive maison. Je trouvais ça hyper intéressant. Je savais que j'allais pas avoir le temps et l'envie de le refaire chaque mois. Du coup, j'ai commencé à me poser de la question de ce qu'il y avait dans les lessives que j'avais l'habitude d'utiliser. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux constats. Le premier, c'est que c'est impossible de connaître les ingrédients qu'il y a dans une lessive parce qu'en fait, les listes d'ingrédients ne sont pas sur les produits. Donc, c'est une sorte de famille d'ingrédients, mais du coup, le consommateur n'a aucune transparence sur ce qu'il consomme. Et la deuxième chose, comme je suis un peu curieux, je suis allé chercher, donc j'ai trouvé les listes d'ingrédients. Et donc on se rend compte qu'en fait dedans on retrouve des dérivés de pétrole, des dérivés d'huile de palme, des conservateurs qui sont décriés, susceptibles des perturbateurs endocriniens. Je me suis dit il était temps. Là c'est un peu le cauchemar pour le client quand on découvre ça. Ouais. Et pour la planète. Et à la différence de l'alimentaire ou de la cosmétique en fait, où même si c'est parfois des noms barbares, on arrive à finalement retrouver ces petits avec des tiers, par exemple un Yuka Oats. Sur les détergents, c'est impossible. Et moi, je me suis dit en fait, qu'il était temps en fait, de créer une marque française avec des ingrédients naturels qui restent efficaces et qui surtout remettent toute la transparence dans ce milieu-là. Et c'est pour ça qu'on est les premiers à avoir mis les listes d'ingrédients complètes et vulgarisées sur les produits pour que les gens
connaissent ce qu'ils consomment vraiment. Ouais, alors on a apporté plusieurs produits. Là, il y a la lessive concentrée, c'est ça, fleur blanche. Et là, il y a d'autres produits aussi. Oui, exactement, absolument. En fait, on a toujours, en fait, notre mission aussi, c'est d'accompagner le consommateur vers une consommation de plus en plus écologique. Et si on veut faire des trop grands pas aux consommateurs trop vite, on n'arrive pas à les amener vers ce chemin-là. Donc c'est pour ça qu'on a sorti une lessive liquide au démarrage qui est proche de ce qu'on peut retrouver sur le marché en termes de praticité, qui est en revanche très différente en termes de formulation, parce que du coup c'est pas dérivé de pétrole, enfin une charte extrêmement stricte dans la formulation. Et après, charge à nous d'accompagner le client vers des versions zéro plastique, zéro déchet, comme celle-ci qui est en fait son équivalent, mais sans plastique. Et ce qui est super intéressant avec les DNVB et le combat des DNVB et que Cyril incarne parfaitement, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de loi pour qu'il y ait la liste des ingrédients sur les lessives. Et ben, lui, il va aussi aller se battre pour ça, pour se dire, ok, je défends certes la cause des petits bidons, mais pas que. Et en fait, je vais faire avancer le combat, je vais essayer potentiellement de faire passer une loi, d'aller voir les politiques pour leur dire, ça peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Alors il se prend des murs parce que en face c'est les plus gros publicitaires, etc. Mais il y va et c'est ça qui est remarquable chez une grande partie des cofondateurs. Oui, un business qui peut changer le monde. Et tout à l'heure, on va en parler dans la prochaine séquence avec Emery Jacquia. Vous le savez, le président de la CAMIF, qui lui aussi a l'ambition de changer le monde, et c'est plutôt la plus noble des ambitions. Alors, Sébastien, vous qui êtes un observateur, bon, avec ce livre qui est une mine d'informations sur justement les DNVB, en quoi est-ce qu'elles répondent mieux finalement aux besoins des clients que les acteurs, on va dire, un petit peu plus traditionnels? Est-ce que tous les fondateurs et les fondatrices de DNVB sont comme Cyril, aussi enflammés Alors tous non. C'est sûr, ça serait mentir, mais parce que déjà c'est difficile de dire déjà ce qu'est une DNVB, ça devient de plus en plus opaque, et les mettre tous dans des cases, c'est quand même hyper compliqué et je ne me risquerais pas à le faire. Par contre, il y a pour une grande partie, et en tout cas surtout ceux dont on parle, parce que finalement ça se voit très vite qui est vraiment convaincu par son combat ou pas, mais pour une grande partie de ces fondateurs, il y a une vraie vocation et une vraie envie de changer le monde, justement, de changer à leur petit impact, mais de le changer quand même. Et c'est ce qui plaît aux clients, parce que pendant longtemps, aucune marque de lessive parlait vraiment aux clients. Mis à part bastonner à la télé, ils ne faisaient pas grand-chose d'autre. Aujourd'hui, il y a des marques comme celle de Cyril, mais comme d'autres. Je regardais avant de venir Teddy Bear. Teddy Bear, aujourd'hui, ils ont réussi à créer une marque hyper forte dans la literie, ce qui est quand même pas si simple. Ils ont 115 000 abonnés sur Instagram. J'ai regardé à contrario la compagnie du lit. La compagnie du lit qui a vendu plus d'1 million de matelas, qui a plus de 90 boutiques. Ils ont 2000 abonnés. Ça raconte tout. Ouais, ça dit tout de la force de la communauté, de l'engagement. Et de l'expérience. Et on parle effectivement, puisque depuis 3 jours, on parle d'expérience client. Hein, c'est comment ces entreprises, ces enseignes se rapprochent du client, déjà à la fondation, parce qu'elles font des constats et elles se mettent aussi à la place du client. Et puis après, elles restent très, très connectées. C'est ce qu'on va voir justement. Et à la fondation, il y a un truc, c'est que quasiment tous ont la trentaine et ils sont nés dans un monde où le client n'était pas respecté. Dans un monde où tu appelais une hotline, tu attendais une demi-heure, tu devais envoyer des lettres recommandées pour te désabonner d'un truc dans 3 mois. Ce monde-là, ils ont eu envie de le renverser et pour 80% des secteurs, c'est fait, quoi. Ça, c'est un message pour tous ceux qui nous écoutent cet après-midi et qui nous regarderont à distance bientôt. J'espère que tout le monde en prend bonne note. Donc, il y a une nouvelle génération, effectivement, d'entrepreneurs plus sensibles. Et alors, je me tourne vers vous, Cyril, avec les petits bidons. Alors, vous poussez l'expérience encore plus loin, là où justement les acteurs traditionnels dont on vient de parler, qui n'ont pas cette connexion avec les clients, ils ne peuvent pas aller. Alors, il y a la communication, le storytelling, la création de la communauté, l'engagement des clients dans ces produits qu'on voit ici avec nous cet après-midi. En fait, moi, ce que j'aime à penser, c'est qu'en fait, l'histoire, elle a commencé par ma propre histoire. D'un vrai besoin consommateur. Donc à partir de là, déjà, l'insight de base de création de la marque, il est sincère et il a été réfléchi et vécu. Et donc en fait, petit à petit, on s'est dit, s'il y a une personne, il y en a peut-être 2, etc. Et on a continué
à parler en fait de la lessive, à faire de la pédagogie sur le marché des détergents, de vraiment aller créer une communauté autour de nous. Aujourd'hui, c'est 120 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a des taux d'engagement assez exceptionnels, des gens qui nous suivent. Et en fait, je pense que la transparence qu'on a, la sincérité de la création de la marque et le fait aussi que les gens, enfin moi j'ai toujours une anecdote parce que je trouve dingue, aujourd'hui on est 11 personnes chez les petits bidons, les gens sur les réseaux connaissent les prénoms des gens dans l'équipe parce qu'en fait on n'est pas seulement une marque, en fait on se bat pour on a des combats, on se bat pour, et ce que tu disais tout à l'heure, et c'est hyper intéressant, c'est de se dire oui, on a créé une marque, notre objectif c'est de proposer des produits qui sont plus engagés, plus responsables, qui apportent du mieux sur la santé, pour la santé et pour la planète. Mais on va bien au-delà, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on passe du temps aussi à faire changer la réglementation, à faire du lobby, à faire qu'en fait, le consommateur reprenne les choses en main. Et grâce aux réseaux sociaux, on arrive à en parler en direct, on arrive à avoir les retours consommateurs directement, mais que ce soit sur la pédagogie et même sur les produits, et être hyper agile pour améliorer à chaque fois toutes nos relations avec. Alors si je peux me permettre, tu as dit on n'est pas seulement une marque, non, c'est les autres qui ne sont pas des vraies marques. Tu vois c'est que vous l'êtes vraiment. Ouais, tu vois, vous incarnez de point de vue, vous incarnez votre vision, vous incarnez votre mission, vous êtes dedans au quotidien avec cette proximité, avec cette transparence. Et en fait, c'est ça la vraie définition d'une marque et ce que les autres ont oublié. Ouais. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que derrière, on n'est pas seulement des vendeurs de produits, c'est qu'on a une vraie mission qui est, quand on se dit qu'on veut laver sans tout salir, c'est pas seulement de proposer des bons produits, mais c'est aussi de faire évoluer tout le marché derrière cette ambition-là. Justement, les grandes marques, elles ont des choses à apprendre des DNVB. Est-ce que elles leur rendent pas, finalement, est-ce que les DNVB rendent pas un grand service aux marques traditionnelles? C'est pas un peu leur département R&D ou les observe pas à la loupe pour y prendre des idées? Alors c'est vrai que quand on parle R&D, on se pense souvent produits. Malgré tout, sans vouloir faire offense à 80% des DNVB, elles ne sont pas révolutionnaires d'un point de vue produit, mais elles sont plutôt vraiment révolutionnaires, plutôt dans l'expérience justement, dans le marketing, dans la façon de créer des communautés, de s'adresser à elles et de tisser du lien sur le long terme. Donc malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de grands groupes qui essayent de s'en inspirer, ça ne marche jamais. Parce que justement, la transparence, elle n'existe pas, hein, parce que le fondateur, on ne sait pas qui il est, parce que les gens dans l'équipe, ils changent tout le temps, ils ne sont pas incarnés, etc. Donc c'est hyper compliqué. Donc oui, elles essayent de s'en inspirer, elles échouent souvent. Maintenant, il y a certains rachats, il y a plein de trucs parce que évidemment les marques elles s'intéressent, mais il y a aussi un fait, c'est qu'aujourd'hui, en France particulièrement, il y a très très peu de DNVB qui font plus de 50 millions de chiffres d'affaires. Donc ça reste face aux grands groupes des petits. Et donc ils les regardent un peu en se disant vous êtes mignons, mais pour le moment c'est pas encore un énorme danger. Et Cyril, et vous, votre point de vue, ils vous regardent comment les autres, les grandes marques, les dinosaures, les acteurs traditionnels? On sait qu'ils regardent, parce que on sait que c'est regardé. Alors, surtout que vous n'êtes pas sur un petit marché en plus. Hein, et on n'est pas sur un petit marché, on sait qu'on est des nains, hein, on en a conscience et on est aussi là pour changer les choses. Moi, je pense pas, pour avoir avant être passé dans des grands groupes, puisque avant je suis passé chez L'Oréal et chez Danone, et pour avoir vu ces tentatives de création de DNVB en interne, effectivement, et je te rejoins, ce qui manque c'est cette incarnation, cette transparence, en fait, la sincérité qu'on peut mettre derrière la création d'une DNVB. Et si on n'a pas ça à la base, en tout cas si on y va, comme on est en direct avec le consommateur et qu'on vient lui adresser un message via les réseaux sociaux, en fait ça passe pas. C'est juste, et on refaisait la comparaison entre ce que racontent d'autres marques, d'autres grandes marques sur les réseaux et ce qu'on peut raconter, c'est le jour et la nuit en fait. C'est moins léché, c'est plus vrai. Ouais, et puis il y a un truc, c'est que pour avoir été approché par beaucoup de grands groupes pour les aider à monter des DNVB, il y a un fait, c'est que ils font les choses avec stratégie, mais ils ne le vivent pas. Et en fait, ils sont toujours pas proches du client, ils sont toujours pas. Et donc ça ne marche jamais. D'ailleurs, j'ai arrêté de les accompagner parce que ça ne marche jamais. Alors, en fait, je me disais, Sébastien, une dernière question pour vous. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. Vous êtes un observateur de ces tendances. Vous avez effectivement accompagné les entreprises. Vous avez écrit un livre là-dessus. Et encore merci pour ça. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des DNVB? Est-ce qu'il y a un terreau favorable en France, justement, pour ces acteurs en rupture? Je pense que la France est un pays de révolutionnaires. Donc, évidemment,
c'est un terreau favorable pour les DNVB parce qu'il faut créer une DNVB si tu as vraiment envie de changer les choses, si tu as envie de changer le monde et si tu as envie d'aller mettre une fessée à un grand groupe. Peut-être tu n'y arriveras jamais, mais il faut en être convaincu, il faut avoir envie de le faire. Donc oui, il y a un vrai terreau pour ça. Et puis, je pense qu'avec les crises qu'on est en train de subir, il y a aussi une relocalisation de pas mal de produits, il y a aussi une volonté de consommer mieux, plus intelligemment, de laver son linge sans tout salir, de vraiment réfléchir à ses achats. Et les DNVB, elles incarnent ça. Donc je pense que oui, c'est un terreau intéressant. Après, c'est un terreau limitant parce que le pays est petit. Parce que l'expansion à l'international, il est quand même encore assez rare. J'ai très très peu d'exemples. On a Cézanne, mais c'est quasiment le seul. Enfin, il n'y en a pas énormément qui ont vraiment réussi à l'international. Donc ça va être la grosse limite de la DNVB. Parce que, il ne faut pas se cacher, dans chaque pays limitrophe ou voisin européen ou mondial, il y a le petit bidon. Il y a Teddy Bear local. Et donc, ça va être... je pense que c'est le point le plus négatif pour les DNVB en France. Merci Cyril. Pour conclure, j'ai 2 questions pour vous. Alors, vous m'avez dit pendant la préparation de la table ronde, je serais content si... Et puis, j'aimerais que vous nous redisiez un peu votre réponse et puis un peu vos rêves aussi. Et puis, nous parler de l'avenir des petits bidons. Je crois que vous allez entamer aussi une nouvelle étape de votre développement. Alors, vous serez heureux si... Alors, je serais heureux avec les petits bidons si... le premier point, c'est si déjà on arrivait à vraiment... devenir une marque référente et presque un label en termes de produits, de par la qualité qu'on s'impose sur la formulation de chacun des produits, de devenir vraiment référent et que du coup il n'y ait pas de question quand on consomme cette marque parce qu'il y a tellement d'engagement derrière et de volonté de bien faire les choses que du coup il y a vraiment que les petits bidons ça devienne presque un label. Donc ça c'est pour la marque. Et après moi la plus grande fierté je pense que j'aurai par rapport à la création de cette marque, c'est si au fond cette aventure-là et le développement de la marque permet de faire durablement bouger les codes de marché. C'est-à-dire si on arrive à justement avoir la transparence sur les produits, ça serait une sacrée belle victoire de la part d'une petite marque que d'avoir fait bouger. Et ce qui est plutôt une bonne chose, c'est qu'on commence à voir des revendications qu'on avait, nous, au tout démarrage, qui commencent à fleurir sur des marques de grande consommation. Donc on se dit qu'on est plutôt sur la bonne voie et qu'une partie de la mission est en train d'avancer. Il faut s'attendre à ça, et tant mieux, c'est votre pouvoir d'influence qui est considérable. Hein. Et donc, alors les prochaines étapes, là, maintenant? Et la suite, donc nous, on est en train de passer de la DNVB à l'ONVB, donc c'est plutôt omnichannel pour la première lettre. On a appris un nouvel acronyme cet après-midi, hein, vous pouvez noter, hein, ONVB. Exactement. Et donc, il ne fonctionne pas. Hein. Il ne fonctionne pas? Ben non, parce qu'on n'est pas omnicanal. On est d'abord sur le web, ça performe et on va vers l'omnicanalité. Et donc, pour moi, c'est un acronyme qui ne fonctionne pas. C'est pas pour défendre celui des DNVB, hein, mais pour le coup, je pense qu'il ne fonctionne pas vraiment. Je partage plutôt, mais c'est plutôt pour c'est un D comme Dream, alors. Comment ? C'est un D comme Dreaming Native Vertical Brand. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais l'idée, en tout cas, la suite, c'est que, en fait, on a continué à bien grossir sur le site internet lespetitsbidons.fr. Et en fait, maintenant, l'objectif, c'est, pareil, continuer à remplir notre mission, c'est d'aller au plus proche des consommateurs. Et aujourd'hui, plus de 99% des gens achètent leurs produits ménagers en magasin. Et depuis un peu plus d'1 an, on commence à se développer en retail. Et on est arrivé, du coup, chez Monoprix. J'ai vu qu'il y avait Cora juste avant, donc on est arrivé chez Cora aussi. Et chez Carrefour récemment cette année, justement, pour continuer à ce que de plus en plus de monde lave sans tout salir. Messieurs, félicitations, merci pour ce partage. Je vous rappelle mes conseils achats de l'après-midi. Donc, Ikigai de marque de notre invité Sébastien Tortu avec Franck Gauthier, d'ailleurs, et puis une préface d'Anthony Bourbon. Là, on est plutôt dans la grande librairie ou apostrophe. Hein. Et puis, donc, DNVB, le renouveau du commerce de Sébastien Tortu également. Et puis surtout, n'oubliez pas, si vous voulez donc laver sans... Je fais bien, non, le pitch, hein? C'est parfait. Laver sans salir le monde, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Messieurs, merci. Des applaudissements pour nos invités. Merci à vous.